Bonjour, donc on est le 26 février 2019 et ici je vais faire élaborer, je vais dire, euh, quelques considérations concernant ce qu'on appelle le nucléide ou tout bonnement appelé le nuclide, nuclide ou nucléide. Et donc dans nuclide ou nucléide, vous avez euh, comment voilà, je m'excuse. Donc, dans nucléide ou nucléide, on sous-entend le mot nucle, nucle de noyau, hein, nucléon, nucléaire, euh, nucléide, nuclide, euh, voilà, tout ce qui est à consonance NuCl, nucle, comme nucléoprotéine par exemple, eh bien, fait référence à un noyau, donc une espèce de pépin, voilà, un noyau comme un noyau de fruits. Mais bien sûr à l'échelle atomique, à l'échelle subatomique bien sûr. Subatomique, parce que c'est vrai qu'on est en dessous de l'atome, hein. Subatomique il y a l'atome, et en dessous de l'atome on est dans le milieu subatomique. C'est pour ça que j'utilise ce mot subatomique. Donc tout ce qui est mot en NuCl provient, je veux dire, de ce qui a à voir avec le noyau. Quand on sait que en 1869, il y a eu le fameux tableau, les premiers éléments du tableau de Mendeleev, que voici, organisé par ordre croissant euh, des atomes, hein, donc un Z croissant, hein, on va du plus petit au plus grand, des Z, et Z, n'oubliez pas que Z, je vais en parler de ce que c'est que le Z, euh, ce qu'on appelle le numéro atomique. Pas confondre le Z et le A qui est le nombre de masse et Z le numéro atomique. Et donc Z est un numéro croissant. Et je vais en parler. Justement, la vidéo ici va justement euh, en discuter. On va en discuter un petit peu de ces considérations de ce que c'est que un nucléide ou un nuclide. Et comment le représente-t-on, et ça fait référence de toute façon au noyau, aux éléments du noyau. Bon, donc en 1869, il y a le fameux tableau de Mendeleïev. Bon, je ne sais pas comment ça s'écrit, Mendeleïev. Je ne sais pas s'il est écrit ici. Tableau périodique des éléments, ils n'ont pas indiqué. Je peux aller voir sur Internet, mais bon, c'est vrai qu'on peut se tromper, voilà, dans, dans l'écriture du nom de Mendeleev. Je vois pas où apparaît, je veux dire, son nom ici. Donc, je peux aller voir sur Internet l'écriture exacte, hein, parce que c'est vrai qu'il y a différents types d'écriture, hein, bon, de son nom. Voilà, moi, je vais l'écrire de cette manière-là, Mendeleev. Bon, je sais bien qu'il y a d'autres manières d'écriture de son nom, mais je m'en excuse, si je me trompe sur son nom. Je veux dire, c'est pas le plus important ici dans les considérations que je vais expliquer concernant les nuclides. Voilà, il y a plusieurs manières d'écrire son nom. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est le tableau de Mendeleev. Sachez qu'avant ça, il ne connaissait pas, bien sûr, tous les éléments n'étaient pas encore connus en son temps ici. Les découvertes des éléments se sont faites, je veux dire, au fur et à mesure. Et donc, Mendeleev n'avait pas tous les éléments atomiques en sa possession, hein. Et il y a d'autres éléments qui ont été trouvés par après. N'oubliez pas que ça date de 1869 et qu'avant 1869, c'est-à-dire à l'époque de Lavoisier, etc., etc., il n'avait pas de tableau de Mendeleev et il n'avait pas des caractéristiques des éléments. Donc, ils avaient d'autres manières de définir, je veux dire, les corps, notamment par les masses volumiques, hein. Si on mesure sa masse volumique, hein, chaque corps a une masse volumique, je veux dire, bien donnée. Donc, s'il mesure par rapport à une petite masse volumique, par exemple à 1 cm3 ou 2 cm3 ou 10 cm3, ça on s'en fout, sur combien de centimètres cubes il va mesurer, mais il y aura une masse. Et il peut peser cette masse en fonction d'un certain volume. Et connaissant la masse volumique, il sait bien qu'il a affaire à tel produit. Voilà, donc en fait, les masses, ils n'avaient pas la considération comme on l'a maintenant des masses
au travers des masses reprises d'un tableau de Mendeleev, non. En fait, ils avaient des considérations de masse en fonction des masses volumiques, et donc ils pesaient en fonction d'un volume une certaine masse, et ils se disaient, ça c'était tel produit. De toute façon, un produit euh, chimique, on peut le constater par ce qui est observable. Bien sûr, on a des yeux, hein, et avec ces yeux, on peut observer. Et en observant la couleur, la forme, la dureté, etc., on peut se dire où le lieu où ça a été trouvé. Parce que si on trouve voilà, du charbon à un certain endroit, le charbon, c'est bien que ça a une couleur noire, quoi qu'il y a différents types de charbon, hein. Voilà, donc déjà, à la base, il y a différents, pour les différencier, c'est déjà, je veux dire, faut être connaisseur pour les différencier, mais je veux dire, la couleur, la forme, la taille et le gisement permettent de dire, bon, à quoi on a affaire comme produit. Voilà, à partir d'un gisement, hein, quelqu'un qui sait bien qu'on a affaire à une mine de cuivre, et que la couleur fait référence à du cuivre, ben, je veux dire, on saura d'office que le produit qui a, je veux dire, emballé, ou je veux dire dans une caisse, ou peu importe, ramené d'un certain pays, ben, c'est du cuivre. Voilà, à cette époque-là, c'était comme ça que ça allait. Ils savent bien que ça venait d'un gisement, un petit gisement, hein. On n'a pas forcément, on n'avait pas des gisements euh, de type industriel à l'époque que maintenant, hein. Maintenant, bon, c'est plus des machines qui font des énormes trous quand c'était des gisements à ciel ouvert. Donc, euh, avant, déjà l'or, on allait dans les rivières, on tamisait, voilà, de la pierre dans les ruisseaux, et ça permettait de trouver, je veux dire, l'or. D'où la ruée vers l'or. euh, euh, voilà, dans les films cowboys. Dans les films cowboys, on retrouve la ruée vers l'or, avec de l'or que l'on retrouve. Je veux dire, que la ruée vers l'or, les gens qui vont chercher des lieux où il y a des gisements d'or à petite quantité, bien sûr, parce qu'en fait, ils trouvaient des petites quantités d'or. Voilà, mais il existe des gisements à grande quantité, et là, bon, ça demande des grosses machines, et c'est à l'époque industrielle qu'ils ont permis d'extraire, je veux dire, des quantités phénoménales, au travers des gisements grandioses qu'il fallait exploiter, donc des machines énormes. Il fallait des énormes machines, des énormes camions, voilà, toute une logistique basée sur du gigantisme pour traiter, pour exploiter un gisement gigantesque. Voilà, donc le gigantisme, ben, il faut le traiter par des moyens gigantesques, c'est-à-dire des outillages, des outils, et voilà, des capacités gigantesques. Ces capacités gigantesques ne se traduisent qu'à une époque industrielle, hein. Ah, on n'avait pas toujours des gros camions, hein, immenses à n'importe quelle époque. Donc fatalement, on a attendu. Donc certaines époques, ils n'avaient pas, ils avaient que des petits gisements, hein, ils exploitaient des petits gisements, oui, mais euh, voilà, et on peut appeler gisement tout ce qu'on veut, hein. Un bois peut être un gisement de bois. Voilà, un bois peut être considéré comme une surface d'exploitation de bois. Une forêt peut être voilà. Et donc, ils exploitaient le bois à leur échelle. Alors que maintenant, ça se fait dans certains pays, le bois est traité, exploité à l'industriel par des moyens, je veux dire, colossaux. Bon, donc ce que je veux dire par là, que le tableau de Mendeleev faisait référence à pas tous les éléments qui existent maintenant. Maintenant, on en connaît, je veux dire, jusqu'à 103, 100, on va jusqu'au numéro atomique 104, 107, 108, 109, jusqu'au 118. Le numéro atomique va jusqu'au 118, donc on connaît 118 éléments, voilà, 118. Voilà. On en connaît 118. Bon, ils n'en ont toujours pas connu 118, hein, voilà. Euh, Comme je vous dis, bon, à l'époque de Lavoisier, ils ne connaissaient pas beaucoup d'éléments chimiques. Et les noms n'étaient pas forcément les mêmes que ceux de maintenant. Pour certaines matières, il y avait des autres noms. Des autres noms. Bon, ça c'est en 1869. Donc, et par après est venu un certain monsieur Rutherford, très connu dans le monde de la science, et notamment de la physique des particules, en 1911, Rutherford, qui a découvert, bien sûr,
en bombardant, je vais dire, là on mettait du plomb, on bombardait via une trajectoire rectiligne, une feuille d'or, par soit on mettait du radium ou du polonium. Et le radium, polonium, ben, il y avait qui émet, c'est une particule, je veux dire, instable qui émet, je veux dire, des protons. Des protons, c'est-à-dire plutôt, on va dire, des particules alpha. Particules alpha qui sont des noyaux d'hélium. Donc c'est bien des particules. Hein. Les noyaux sont des particules. Donc, les particules émettent des particules alpha. Donc, quand on regarde l'hélium, il possède l'hélium. Si vous regardez dans le tableau de Mendeleev, il est ici, dans la colonne ici, je ne sais pas si on voit. Pourquoi là? Parce qu'il possède deux protons. Deux protons. Et donc, les particules alpha sont les mêmes que les noyaux, euh, voilà, que les noyaux d'hélium, parce que l'hélium contient deux noyaux. Voilà, qui sont des charges bien sûr positives. Et alors bon, Rutherford, qu'est-ce qu'il a fait dans son expérience? Mais via du polonium ou du radium, hein, il peut diriger ces particules alpha d'une manière bien directionnelle, dans une direction bien définie, très précise, et pour bombarder une feuille d'or. Et à ce moment, il remarque que la plupart des protons passent et que parfois, il arrive qu'il y ait, je veux dire, des collisions. Donc, il a découvert que par là, que si il y a collision, c'est que il y a l'existence de particules dans les feuilles d'or, mais que celle qui passe, c'est parce qu'en fait, il y a un espèce de vide. Je ne veux pas dire vide parce que je n'aime pas ce mot-là, vide, mais un vide quantique. Ça veut dire que il y a quand même des particules, je veux dire, enfin, il y a de l'énergie, je m'excuse, il y a de l'énergie tout autour, voilà, du noyau, entre l'électron et le noyau, il y a de l'énergie. Hein, donc on a un vide quantique, hein, on a une certaine forme d'énergie, mais ça passe. Si ça passe, ça veut dire qu'on va dire qu'on a un pseudo-vide. Si ça passe. Et la probabilité de toucher, je veux dire, un noyau est plus petite que celle de passer au travers. Parce que, pourquoi? Parce que le pseudo-vide est plus grand que, je veux dire, la taille du noyau. Hein. Si je fais ceci, si vous émettez une balle, voilà, une petite balle, voilà, ici j'ai un grand vide. Et encore, j'ai calculé la taille du vide, hein, enfin du vide, du pseudo-vide, qui est le vide quantique, entre un électron et le noyau. Voilà. Voilà, quand je fais passer les particules alpha, ben, généralement elles peuvent passer ici et là. Donc quand on regarde bien cette distance-là, si je devais la mettre ici en pourcent, hein, si ceci constitue que 2% de la surface, et ben, le restant ici, mis à part ceci plus ceci fait 98%. Donc il y a 98% de chances que euh, la particule passera. Elle va passer. Il y a 98% de chances que la particule va passer. Mais il y a 2% de chances qu'elle le touche. Qu'elle touche. Voilà. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on peut dire que si elle le touche, il y a bien sûr scintillement, hein, je veux dire, ça veut dire ça, un petit éclairement, puisqu'il y a une collision. Et donc à ce moment-là, si le touche et que la particule repart, donc celle qui est arrivée ici, qui sont des noyaux d'hélium, avec chargés positivement, parce que ce sont des particules alpha, c'est-à-dire de protons, donc deux charges positives, parce que le proton a une charge positive, s'il y en a deux, ça fait deux charges positives. Si elles viennent taper, je veux dire, une charge positive qui est, si elle est déviée, c'est qu'il y a quelque chose qui le dévie. C'est une charge qui est aussi positive, c'est que ça veut dire que euh, les atomes, en particulier l'or, qui est les atomes d'or en particulier, possèdent ce qu'on appelle une charge positive qui est, ou des charges positives qui sont des protons. Et donc c'est Rutherford qui a découvert donc en 1911, Rutherford, bien sûr bien longtemps après Mendeleev, hein, vous comptez 1869 à 1911, vous faites l'écart entre les deux, mais là on a la découverte du proton en 1911. Et bien sûr, par la main, la découverte du neutron. Et donc, le modèle, fatalement, ce qui a donné le modèle de Rutherford. Donc, Rutherford dit ceci, que
les atomes en général sont constitués de d'un noyau dans lequel on retrouve des protons de charge positive et des neutrons, bien sûr, de charge nulle, c'est-à-dire aucune charge électrique. Et alors qu'autour gravitent, bien sûr, sous forme de couche, des électrons. Les électrons gravitent autour du noyau et que les électrons pèsent presque rien du tout pour pouvoir tourner à une certaine vitesse qui est très rapide autour du noyau. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure ce qui est bien en science, c'est ce qui est du domaine de l'observation, donc de l'observable. Observable. Bon, quand c'est observable, c'est très bien, on peut voir. Hein, tel que si vous prenez par exemple un, un microscope électronique, vous voulez regarder des cellules, ben c'est bien, on peut voir les cellules. Enfin, les cellules, voilà, les cellules d'un tissu par exemple. C'est bien, on peut voir. Mais maintenant, quand ce n'est plus du domaine de l'observable, il faut trouver des astuces pour pouvoir observer. Comme l'a fait Rutherford. Il a pensé à faire une collision. Pour observer. Hein, il a fait tout un système, un mécanisme. Et en science, attention que le mot observable est fondamental. Hein, fondamental. Ce qui est observable, il n'y a pas de problème. Hein, que si on regarde notre environnement autour de soi, qu'est-ce qui est observable? On voit que la matière est observable en général, en totalité, mais il y a des gaz comme dans l'air qui ne sont pas observables. Hein. Donc, je veux dire, les premières personnes qui ont découvert, je veux dire, leur environnement, mais il y avait deux choix possibles. Soit ils voyaient certaines choses et, je veux dire, c'était concret, mais il y a des choses qu'on ne voyait pas, c'était abstrait. Voilà. Et tout ce qui n'est pas observable est abstrait. Donc, en science, ce qui est abstrait et qui n'est pas observable, on tente de le rendre observable par des phénomènes tels que Rutherford l'a fait. Il a pensé à une espèce de voilà d'envoi de particules de radium ou de polonium au travers d'une feuille d'or pour observer s'il y avait une éventuelle collision et s'il y avait une collision, euh, qu'est-ce que ça pourrait, je veux dire, signifier cette collision? Eh bien, il en est de même euh, pour les particules subatomiques. Qu'est-ce qu'on fait puisqu'on ne sait pas les observer, puisqu'en fait, il y a le nuage électronique, hein, les protons, neutrons, on ne sait pas les observer, mais on crée des collisions via, euh, euh, par exemple, au CERN, il y a des collisionneurs, ce qu'on appelle des collisionneurs, pour faire apparaître, je veux dire, les phénomènes de collision et l'apparition de nouvelles particules si pour les faire apparaître. Voilà, donc les observer. Donc, si l'observable n'est pas, si on n'a pas de moyens d'observation, mais on rend les choses de manière à ce qu'ils soient observables par des collisions ou autres. Et c'est la nature de la science. La nature de la science, c'est de trouver des astuces pour justement faire en sorte que le domaine qui n'est pas observable le devienne par forçage. On force l'observation par, on va dire, euh, voilà, par des tests, par exemple des collisions, des tests de collision. Mais il n'y a pas que ça. Je vous montrerai qu'il y a des choses qui ne sont pas observables et qu'on pourra calculer via des champs électriques et champs magnétiques. Ça, je ferai une vidéo concernant les masses. Comment trouver des masses grâce à un champ électrique et un champ magnétique. Voilà. Alors que la masse est très petite, hein. On commence pas à peser avec des masses. Je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, on n'a pas de balance pour mesurer des masses très petites de protons, de neutrons, donc c'est par des champs électriques et champs magnétiques qu'on va essayer de détecter, je veux dire, la masse. Donc on ne sait pas, voilà, l'être humain a des moyens, je veux dire, on va dire, qui sont limités. Au-delà d'un certain domaine, l'être humain essaie de trouver des astuces pour trouver certaines choses. Voilà. Donc ceci étant dit, euh, Rutherford a donné le modèle de Rutherford avec les protons et neutrons qui sont euh, bien sûr. Il y a deux types de voilà d'atomes. Il y a les atomes qui sont stables et les atomes instables. Hein. Les atomes instables sont radioactifs. Voilà. Et donc, les protons neutrons qui sont stables, voilà, comme ceci, ils ne sont pas radioactifs, eh bien, on retrouve les protons neutrons dans le noyau. Et donc, et les électrons gravitent autour du voilà, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la masse de l'électron est très petite. La masse de l'électron est très petite. Par rapport vis-à-vis elle est de 1836 fois plus grande au niveau du proton que de l'électron. Fatalement, pourquoi
parce que l'électron a une masse proche de zéro. Pourquoi? Parce qu'elle doit tourner à une vitesse très grande. Maintenant, les masses de protons et neutrons sont grandes. Comparé, je veux dire, si je mettais en centimètres cubes, c'est des milliards de tonnes. Hein. Si je mettais tout, d'ailleurs j'ai fait un calcul dans une vidéo précédente, si je devais regarder la taille du noyau composé d'un seul proton, hein, qui serait par exemple l'hydrogène, l'hydrogène possède qu'un seul proton, voilà, donc je peux écrire ceci, hein, plus 1. Quand j'écris plus 1, ça veut dire un proton. Voilà, ça charge plus 1, voilà. Si j'avais marqué plus 2, ben c'est l'hélium. Voilà. Et ceci étant dit, qu'est-ce que je peux dire? C'est que plus 1, que la masse du proton est immense, c'est dense, c'est hyper dense. Si je le mets en centimètres cubes, c'est des milliards de tonnes. Mais heureusement qu'on a l'échelle subatomique, que tout est réduit à l'échelle subatomique, qui fait que, heureusement que la densité se réduit à une forme subatomique, totalement. Mais si on devait le mettre en centimètres cubes, bon, c'est un objet massif, hein, très massif. Voilà. Et je vous rappelle ce que j'ai calculé, je veux dire, dans une vidéo précédente, que la masse du proton vaut en kilogrammes, hein, 1,67 24 fois 10 exposant moins 27 kilos. Ça, il est mis en écriture scientifique. Et ça, c'est pour la masse du proton. Et que la masse du neutron vaut presque la même chose à, je veux dire, ceci près que il y a une petite différence ici. Bon, ça peut être 47 ou 49, hein, c'est pas ça, il ne faut pas chiconner là-dessus. Que je mette 47 ou 49, dans vos calculs, ça ne change pas grand-chose parce qu'on est très loin, on a 10-27. Hein. On a 10-27, on est très loin. Voilà, donc c'est pas ça qui va changer grand-chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, je coupe ici et je dis que masse de proton et masse de neutrons sont équivalentes. Tout comme le noyau du neutron et du proton sont sensiblement différentes. Hein, à une certaine échelle près, mais si je coupe comme je viens de le faire ici le nombre de la rayon du proton et du rayon du neutron, mais ils ont même, je peux considérer qu'ils ont même rayon, bien qu'il y ait une petite différence, elle est très éloignée cette différence-là, que quand je coupe, je peux les considérer comme sensiblement les mêmes. Alors, la masse du proton, la charge du proton, elle est positive, c'est la plus petite charge électrique possible, c'est 1, c'est la charge, la plus petite charge électrique que l'on connaît, hein, il n'y a pas plus petit que ça, c'est 1,602 219 fois 10 exposant moins 19, l'unité est le coulomb. Voilà, c'est la plus petite charge électrique. Hein. Donc, mais elle est positive. Alors que, voilà, ça c'est la charge du proton. Alors que la charge de l'électron, vaut moins 1,6 fois 0,2 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Vous allez me dire, ouais, mais la charge du neutron, ben, la charge du neutron, elle est neutre, donc c'est 0 coulomb. C'est 0 coulomb. Voilà. Donc, vous comprendrez qu'ici, il y a des jeux d'attraction qui vont se faire, hein, plus ou moins. Tout est un jeu d'électricité qui va se produire. Hein. On a déjà un nuage électronique autour du proton, autour du noyau, je m'excuse, autour du noyau, on a un nuage électronique. Donc, on comprend que ce sont des forces de nature électrique qui vont, je veux dire, et donc fatalement, qui dit force de nature électrique dira énergie électrique, qui va. Il n'y a pas que de l'énergie électrique, hein, l'énergie mécanique, parce qu'il est en mouvement. Donc, on a de l'énergie électrique, énergie mécanique. Donc, on a deux sortes d'énergie. C'est ça qui va faire en sorte qu'on aura, je veux dire, une rotation de l'électron autour du noyau et que l'électron ne part pas. Pour le faire partir, il y aura certaines conditions pour le faire partir. Voilà. Alors, je disais quand on est dans le domaine de l'observable, c'est le mieux que le scientifique peut avoir, c'est observer. Si c'est observable, parce que si il peut observer, un scientifique peut observer. Si c'est du domaine de l'observable, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il peut trouver des lois relatives à ce qui est observable. Maintenant, s'il observe quelque chose qui n'est pas observable, ouais, on a deux cas de figure, hein, soit c'est observable, soit c'est pas observable. Si c'est pas observable, je veux dire, il doit trouver des astuces pour tenter de retomber dans ce qu'on appelle l'observation, comme par exemple les collisionneurs ou d'autres méthodes que je vous montrerai, comment faire en sorte qu'un phénomène redevienne observable alors qu'il ne l'est pas.
Alors c'est toutes des astuces. Là, c'est des astuces qui sont prises par les scientifiques. Voilà, donc le tout c'est d'observer, de pouvoir observer. Bon, parce que ce qui n'est pas observable, c'est délicat. Tout ce qui n'est pas observable, c'est délicat. Et tirer des conclusions, des lois sur ce qui n'est pas observable, donc on n'aura pas de réalité, fatalement, parce que ça n'a pas été observé. Par exemple, si vous prenez un mouvement très rapide, avec un objet très rapide, mais tirer des enseignements, je veux dire, d'un corps en mouvement très rapide, ouais, on peut le faire, hein. On peut le faire, mais rien ne dit que, je veux dire, si on prend un instant T, une photographie à un instant T, ces lois-là ne sont peut-être plus valables. Voilà, un instant T, voilà, parce que c'est peut-être des lois relatives au mouvement. Donc, si on prend en photographie, la loi n'est peut-être pas valable. Mais bon, on dira que c'est relatif à un mouvement. Voilà, au mouvement. Maintenant, il y a beaucoup de lois comme ceci, hein, qui ne sont pas observables parce que du fait de la vitesse très, très élevée, ou du fait de l'éloignement, ou du fait de ce qui est petit, et alors on crée des, je veux dire, quand je dis l'éloignement, vous comprendrez que c'est la cosmologie, et ce qui est petit, c'est le domaine subatomique. Bon, on ne voit pas tout, donc je veux dire, pour aller tirer des lois, ben, on a des équations, mais rien ne dit que ce qui, tant que la loi n'a pas été, je veux dire, contredite, hein, je veux dire, du fait qu'elle n'est pas observable, eh bien on pourra dire qu'elle est vraie. Elle est vraie jusqu'à un certain point. Est-ce qu'elle est toujours vraie? Pas toujours, jusqu'à ce qu'un autre scientifique découvre de nouvelles lois. Bien sûr, qui sont des lois qui ont été, je veux dire, amendées par le monde scientifique, parce qu'il ne suffit pas de créer des lois et de dire, ouais, bon, voilà, c'est comme ça se passe comme ça, et voilà. Non, il ne suffit pas voilà, de devenir, comment est-ce qu'on appelle ça, un charlatan, au travers des équations, et de dire ça se passe comme ça, alors que ça ne l'est pas. Je veux dire, euh, on ne peut pas expliquer certaines choses hyper complexes par des équations assez simples, hein. Bon, c'est pas toujours le cas. Là, donc, peut se dire que euh, tant qu'on n'a pas trouvé de lois qui sont, je veux dire, qui ne contredisent pas certaines lois mathématiques de la non-observabilité, ben on pourra dire que ces lois-là sont valables. Est-ce qu'elles sont bonnes? J'en sais pas plus, mais elles sont valables. Tant qu'elles n'ont pas été contredites. Voilà, mais si elles sont contredites, à ce moment-là, à un moment donné, que le monde de la science euh, permet la contradiction de cette loi, à ce moment-là, tout ce qui était vu auparavant peut être décrit sous des hypothèses bien définies pour qu'elle reste valable, ou la bannir complètement si elle est plus complètement valable, ou voilà. Et ça, voilà, à voir en fonction du cas. Maintenant, revenons à nos moutons. Donc, le modèle de Rutherford qui a découvert que le noyau était composé de protons et de neutrons. Et bien sûr, l'électron avait déjà été trouvé bien avant, hein, bien avant Rutherford. Fatalement, on a trouvé d'abord les électrons. Pourquoi on a trouvé d'abord les électrons? Parce que les électrons sont au-dessus du noyau, donc c'est plus visible. Voilà, ce qui est plus, voilà, par une lampe à décharge avec, sous pression, je veux dire, on peut voir l'apparition, je veux dire, des électrons. C'est assez simple. Voilà. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué à voir, c'est les protons. Et plus on descend, plus c'est difficile. Donc l'électron avait été découvert avant 1911. Alors, c'est via une lampe, hein, une lampe à décharge avec une anode et une cathode. Bon, donc ceci étant posé, on sait bien que les protons, c'est dans le noyau. Ouais. Si je prends par exemple le tableau de Mendeleev, je vais prendre le lithium. Le lithium possède, si vous possédez un tableau de Mendeleev, il possède 3 électrons. Donc 3 électrons, mais on ne place pas comme on veut les électrons. Alors, il faut d'abord remplir la couche numéro 1. La couche numéro 1 ne peut avoir que 2 électrons. Voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a une deuxième couche. Voilà. Voilà. Et là, il y a un électron qui gravite. Et c'est pour ça que le tableau de Mendeleev me dit que je suis à la couche numéro 2. Voilà, couche numéro 2, c'est parce qu'il y a 2 couches, tout simplement, 2 couches. Donc la première fera 2 électrons, et la troisième, un électron pour le lithium. Je parle du lithium. Alors, il a combien de protons? Il en a 3. Il a 3 protons.
Voilà. Comme il a 3, l'atome il est stable, on a 3 protons, 3 électrons. Alors, par facilité, ces 3 protons, à la place de les dessiner, par facilité, bien sûr, je peux dessiner ceci plus 3. Ça veut dire qu'il y a 3 protons. Il y a 3 protons, et donc 3 électrons, parce que l'atome est neutre. Et il a 2 couches, parce qu'on est dans la... voilà. Les lignes, ce sont les couches. Les lignes, ce sont les couches. Et voilà. Là, on a les colonnes, parce qu'un tableau, c'est toujours en ligne et colonne. Et qu'est-ce que c'est que les colonnes? Mais les colonnes, c'est la dernière couche, qui est la couche valence, mais je ne veux pas en parler. C'est la dernière couche possède à chaque fois un électron. Voilà. Donc c'est la couche de valence. Voilà. Ben ici, la couche valence, ici, c'est la dernière, possède un électron, donc elle est dans la colonne numéro 1. Voilà. Et elle sera dans la ligne numéro 2 parce que là, deux couches. Donc, les colonnes font référence à la dernière couche et les lignes font référence au nombre de couches. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a 2 électrons? C'est sur sa dernière couche, ben, c'est la configuration de l'hélium. Donc ici, lui, il a une configuration d'hélium plus un électron. Puisque ceci, c'est 2 électrons, c'est la configuration de l'hélium. Donc, on aura la configuration de l'hélium et configuration de l'hélium avec un électron en plus, dans une couche supplémentaire. Voilà. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser ici, concernant le nucléide ou ce qui est dans le lithium, je vais calculer le nombre de neutrons. Comment on calcule le nombre de neutrons? Je vais le voir après. Je vais vais pas le mettre tout de suite. Voilà, je vais le mettre tout de suite. Je vais pas le mettre tout de suite pour donner des explications. Voilà, on sait bien, ici j'ai parlé en termes de protons, neutrons et électrons, mais les neutrons, j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Mais c'est pour une relation une évidente raison que j'expliquais par après. Bon, ici je vais tout simplement dire qu'il y a des neutrons. N0, il y a des neutrons. Combien? Je verrai par après parce que c'est basé sur une formule que justement je vais expliquer dans cette vidéo aussi. Alors voilà, donc il y a un certain nombre d'électrons et de protons et de neutrons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des particules. Les particules, ce sont les électrons, les protons, les neutrons. Hein. Les neutrinos sont aussi des particules et les photons sont aussi des particules. Donc tout ça sont des particules, ce qu'on appelle des particules subatomiques. Alors, là, je ne parle pas des neutrinos, je ne parle pas des photons, mais je parle des protons, neutrons et électrons. Quoique les neutrons, je n'ai pas encore indiqué leur valeur que je décris par après. Alors maintenant, je vais parler des nucléides ou nucléides. Alors, il faut savoir que dans le tableau de Mendeleev, il y a tous les éléments atomiques et je vous ai dit qu'il y avait combien d'éléments? Il y en avait 118. Parce que le numéro va jusque 118. On va jusque 118. On a 118 éléments. Donc, on a 118 éléments. Alors, ces éléments sont classés par ordre. Je vous l'ai dit, hein, on a une suite arithmétique de raison 1. Il y en a un qui possède un électron, un proton, c'est l'hydrogène. 2 électrons, 2 protons, c'est l'hélium. 3 électrons, 3 protons, on vient de le faire, c'est le lithium. 4 électrons, 4 protons, beryllium. 5 protons, 5 électrons, bore. 6 électrons, 6 protons, le carbone. 7 protons, 7 neutrons, l'azote. 8 protons, 8 électrons, l'oxygène. 9 protons, 9 électrons, le fluor. Et ainsi de suite, jusque 118. Donc, on a, si vous voulez, si je prends les électrons, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Hein. Donc, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Voilà, et ça va jusque 118. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusque 118. Vous voyez que c'est une suite arithmétique de raison 1. C'est-à-dire que le pas avance par pas de 1 et on commence en n égale 1. Alors maintenant, ici, ça c'est ce qu'on appelle le Z. C'est un numéro atomique qui est un numéro d'ordre. En même temps, ça représente le nombre de protons, le nombre d'électrons, mais c'est un numéro atomique. Et le Z va jusque 118. Bon, donc ça veut dire, si par exemple je dis Z égale 8, Z égale 13, on va prendre Z égale 13. Si je prends Z égale 13,
Z égale 13, ça correspond à l'aluminium. Voilà. Z égale 13, ce numéro d'ordre croissant, voilà, que Mendeleev a, a mis en relief au travers du tableau de Mendeleev. Attention que le tableau de Mendeleev, au départ, il ne connaissait pas les protons et les neutrons. Parce que c'est venu en 1911. Hein. Attention à ça. Attention à ça. Attention que le tableau de Mendeleev, bon, il les a classifiés. Hein, il les a classifiés, mais il ne connaissait pas le nombre de protons, neutrons. Attention à ça. Eh bien, il avait raison dans son tableau, il avait tout à fait raison. Parce qu'au bout du compte, la science, après son tableau, après 1869, a bien mis en évidence que ce qu'il racontait Mendeleev n'était pas, je veux dire, anodin. C'était bien juste. Il ne connaissait pas le nombre de protons, neutrons, mais qu'il y avait un ordre bien défini qui était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 118, qui était en fait Z. Donc Z, c'est le nombre de protons ou d'électrons. Et donc ça constitue en même temps un numéro atomique. Z, tout le monde l'appelle Z. Voilà. Z, c'est le numéro atomique. C'est l'ensemble, si vous voulez, c'est un numéro atomique. Z. Et alors ce Z, si je dis 13, ben, on a affaire à l'aluminium. Si je dis, et Z peut aller jusque 118, pas plus. Fatalement, il y a 118 éléments. Donc Z définit un élément, si vous voulez. Si je dis Z égale 12, ben, si 13 c'est l'aluminium, 12 ce sera le magnésium. Z égale 12 c'est le magnésium. Voilà. Il n'y a que 118 éléments. Hein. Donc Z varie de 1 à 118, pas plus. Donc si je mets ici le Z varie de 1 à 118. Z, c'est le numéro, c'est un numéro, ce qu'on appelle numéro atomique d'ailleurs, un numéro croissant qui va de 1 à 118 dans le tableau de Mendeleev. Bien sûr, qui sont classifiés par ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Z, et lui, il définit un élément. Voilà. Alors, c'est justement un certain monsieur Coman, certain monsieur Coman, voilà, en 1948, 1947, 47, 48, je ne sais plus combien, 1947, il faut aller voir sur internet, 1947 ou 48, je ne me rappelle plus. Enfin, voilà, c'est un certain monsieur Coman, encore une fois, je ne sais pas comment ça s'écrit son nom, Coman. Quelque chose comme ça, comme monsieur Coman. Ouais, c'est monsieur Coman. 1947, qui a décrit, qui voulait décrire un élément en fonction, donc, en fonction de son noyau. Il voulait décrire un élément en fonction de son noyau. Or, dans son noyau, on retrouve des protons et des neutrons. Voilà. Bien sûr, quand on dit en fonction du nombre de protons et de neutrons, dès le moment où il y a un nombre de protons, fatalement, ça consiste à dire que c'est un élément bien précis. Si je dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je dis qu'il contient 5 protons, ben, dire qu'il contient 5 protons, c'est d'office le Bohr. Puisqu'ici, il contient 5 protons, il va contenir 5 électrons. Et c'est le Bohr. Donc, parler en termes de protons, c'est parler en termes d'éléments atomiques. Hein. Dire que on a Z égale 5, mais c'est le Bohr. Donc, il y a dans son appellation de M. Coman, hein, qui va définir le nucléide, mais il y aura une redondance. Parce que si on mettait l'élément X, si je mets Z, le Z peut se mettre à droite ou à gauche. Hein. Bon, je veux dire, c'est pas ça qui change. Hein. Bon, on peut le mettre soit à droite. Avant, il se mettait à droite, je crois. Et puis, on a dit que de le placer à gauche, mais en bas. En bas, à gauche. Donc, un nucléide, c'est ça. C'est un nom avec d'abord un Z. Mais c'est pas tout. Hein. C'est pas tout. Il y a encore quelque chose d'autre à définir. C'est avec un Z. Donc c'est un nucléide qui est un type d'atome, hein, X, hein, et Z,
c'est une redondance entre x et z. X, c'est par exemple le bord, et z égale 5. Donc, dire le bord 5, ben, est-ce que c'est nécessaire de dire ça? Voilà, est-ce que c'est nécessaire de dire ça? J'en sais, je pense pas parce que c'est une redondance. On sait bien que quand on dit 5, c'est le bord, et quand on dit le bord, c'est 5. C'est la même chose. Voilà. Voilà. Donc, le nucléide, c'est d'abord un type d'atome ou de noyau atomique, parce que Coman fait référence au nucléon. Ah, déjà, Z, quand on dit Z, c'est déjà le nombre de protons. Quand on a le nombre de protons, d'office, c'est un élément. Un élément. Parce que, ayant un Z, ben, le Z fait partie des 100, Z fera partie de 1 à 118. Donc, le Z sera compris de 1 à 118, pas plus. Pas plus. Donc, attention qu'il n'y a que 118 éléments. Il n'y a que 118 éléments. Pas plus. Hein. Alors que les nucléides, il y en a plus. Fatalement, parce qu'en plus des éléments atomiques, on aura les isotopes. Les isotopes. Voilà. Alors, le Z, il ne changera jamais. Il est toujours compris entre 1 et 118. Maintenant, ce qui va changer, bien sûr, c'est le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons peut varier. Hein, si on a un numéro atomique Z bien défini, hein, avec des neutrons différents, ben, on va faire des isotopes. Et donc, les nucléides reprendront les isotopes et tous les isotopes ainsi que tous les éléments avec leurs isotopes. C'est tous les éléments avec leurs isotopes. Donc, fatalement, on aura plus que euh, euh, 118 éléments. 118 éléments, c'est ceux qui se retrouvent sur Mendeleev. Donc, on aura plus de 118 nucléides. On aura 118 éléments, 118 éléments, hein, parce que Z est compris entre 1 et 118, hein, mais on aura passé 118 nucléides. Voilà pourquoi on parle de nucléides, parce que les nucléides comprennent les isotopes aussi. En plus des éléments, ils comprennent les isotopes. Donc, alors comment faire interpréter la chose pour avoir euh, euh, les éléments, y compris leurs isotopes? Mais c'est de parler de la masse. Comme on sait bien que toute la masse est dans le noyau, voilà, et que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, mais qu'est-ce qui peut varier et que la masse de l'électron est négligeable par rapport à la masse du noyau. Donc, c'est toute la masse des nucléons, c'est toute la masse du noyau qui importe par rapport à l'électron. La masse de l'électron est négligée. Donc, si toute la masse est dans le noyau, si toute la masse est dans le noyau, ben, ça veut dire que les nucléons, la masse du nucléon, faut la masse de l'atome, puisque la masse de l'atome est dépendante de la masse du noyau, et que la masse du noyau est composée de protons-neutrons. Voilà. Et comme Z ne varie pas, qu'est-ce qui peut varier? Mais c'est le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons peut varier et peut donner des isotopes par rapport à un élément. Par exemple, pour l'hydrogène, on peut trouver le protérium, le deutérium et le tritium. Voilà, parce qu'ils ont des protons. C'est toujours l'élément atomique H 1, parce que bon, Z vaut 1, mais on peut avoir H11, protérium, H12, deutérium, et H13, qui est le tritium. Voilà, donc en fait, vous voyez bien que pour l'hydrogène, il possède 3 isotopes. Voilà, on a un nombre de protons, électrons qui ne changent pas, mais un nombre de neutrons qui varie. Alors, comment faire apparaître cette notion euh, de nucléide? Eh bien, c'est tout simplement par rapport à la masse, voilà, du noyau. Voilà, la masse du noyau. Alors, la masse du noyau, je vais répéter hein, pour bien comprendre les choses. On a la masse la masse des protons, la masse des neutrons
et la masse des électrons. Peu importe combien d'électrons on a, peu importe combien de protons, peu importe combien de neutrons. J'ai tout simplement une masse de protons, une masse de neutrons. Hein. Si j'ai, bien sûr, la masse d'un seul proton, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 1,67 24 fois 10 exposant moins 27 kg. Mais ça, c'est pour un seul proton. Maintenant, si j'ai 5 protons, ben, vous faites la masse du proton d'un seul proton fois 5. Et là, vous avez la masse de 5 protons. Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. Il suffit de faire ça fois 5. Vous avez et la même chose pour la masse de 5 neutrons. 3 neutrons, par exemple, vous faites la masse d'un seul neutron fois 3 neutrons. Vous aurez la masse des neutrons. Et la masse des protons plus la masse des neutrons. Donc, normalement, la masse totale de l'atome, normalement, hein, c'est la masse totale des protons. Je vais marquer M total. La masse totale des protons, la masse totale des neutrons. Ici, je vais recommencer mon dessin si on ne comprendra rien. Donc là, on a le noyau. Hein. Là-dedans, on a la masse totale des protons, P+, la masse totale des neutrons, N0, et la masse totale des électrons. Masse totale des électrons. Bon, alors, la masse totale de l'atome, la masse totale de l'atome, c'est la masse totale des protons, plus la masse totale des neutrons, plus la masse totale des électrons. Voilà, c'est la somme de trois masses. Mais on a toujours dit que la masse totale des électrons est négligeable. Je l'ai dit pourquoi, j'ai fait un calcul auparavant. Ceci, c'est négligeable. Donc la masse de l'atome va dépendre que de la masse des protons et neutrons. Or, ça, c'est la masse des nucléons. Or, c'est la masse du noyau. Le nucléon se trouve dans le noyau. Donc, c'est la masse la masse de l'atome, c'est la masse des nucléons. Voilà. Et donc, toute la masse de l'atome, ce sera A. A. Qu'on appelle le nombre de masse. A. Donc, A, c'est le nombre de masse. Donc, ici, je calcule même pas en masse, hein. C'est même pas en masse. Je m'excuse, ici c'est déjà même pas en masse, en nombre. Le nombre de masse, ce sera tout simplement, c'est même pas en termes de masse, hein. C'est en termes de nombre de protons et de neutrons, parce que la masse est dépendante du nombre de protons, la masse totale de protons est dépendante du nombre de protons. Voilà. La masse totale des neutrons est dépendante du nombre des neutrons. La masse totale des protons est dépendante du nombre de protons et la masse totale des neutrons est dépendante du nombre de neutrons. La masse totale des électrons dépend du nombre d'électrons. Mais le nombre d'électrons, on s'en fout, je l'ai déjà dit parce qu'en fait, voilà. Et ceci, nombre de protons plus nombre de neutrons, mais la masse totale de l'atome va dépendre du nombre de protons et donc du nombre de neutrons, donc du nombre de nucléons. Voilà, nombre de nucléons. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ce fameux A? En fait, A, c'est pas la masse totale, mais c'est le nombre du nucléon. Nombre de nucléons. Voilà. Donc, les nucléons, il ne faut pas oublier que ce sont Z. C'est le nombre de protons, mais c'est aussi le nombre d'électrons. Alors que A, c'est le nombre de protons plus le nombre d'électrons. Bon, alors, je vais changer le mot nombre NBRE, ou NBRE, hein. Ici j'ai mis NBRE électrons. Là, j'ai mis NBRE pour simplifier le mot nombre, c'est le nombre de protons. NBRE neutrons, pas un électron, mais neutrons. NBRE, c'est le nombre de neutrons. Donc le nombre de protons plus le nombre de neutrons fait le nombre de nucléons. Et le nombre de nucléons, c'est le nombre de masses. Voilà. Le nombre de nucléons, c'est le nombre de masses. Voilà. Et Z, c'est le nombre de protons. Hein, NBRE, nombre de protons, égale au nombre d'électrons. Voilà. Et nombre, c'est NBRE. J'ai simplifié le mot nombre, mais je peux l'écrire comme ceci. N pour nombre. Nombre de protons, plus le nombre de neutrons,
me donne le nombre de nucléons, n étant nombre. Voilà, nombre. Voilà. Alors, nombre de protons ici, c'est nombre. Nombre d'électrons, c'est nombre. Voilà. Donc voilà, donc on sait bien que le nombre de nucléons, c'est le nombre de masse A. Le nombre de nucléons, c'est ce qu'on va appeler le nombre de masse A, qui sont le nombre de protons et le nombre de nucléons. Voilà, et ça donne le nombre de masse A. Donc, Koman a défini donc un nucléide par son Z et son nombre de masse A. Bien sûr, le nombre de masses que vous retrouvez, bien sûr, en dessous du tableau de Mendeleev, c'est par exemple pour l'hydrogène 1,0079. Voilà. Et pour je vais prendre le barium, c'est 132,33. Voilà, et ainsi de suite. Et ça va par ordre croissant, bien sûr. Le nombre de masses, ça va par ordre croissant. Donc ça, c'est la symbolisation, si vous voulez, d'un nucléide au travers, si vous voulez, du nombre Z. Ça peut être le nombre de protons ou d'électrons, mais généralement, on va considérer uniquement le nombre de protons. A, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire nombre de protons ou de neutrons. Et de neutrons. Et de neutrons. Attention que c'est un mot et. Là, c'est uniquement P+, ou E-, mais E- ne m'intéresse pas ici. Parce que comme on va parler en termes de nucléons, mais le nucléide a été défini par rapport à... Le nucléide a été défini par rapport au noyau, donc par rapport au nucléon. Donc je vais retirer ici cette fameuse Z égale E-. On sait bien que c'est égal à E-, mais ça ne m'intéresse pas ici, puisque le nucléide a été créé une symbolisation par rapport au noyau. Donc qui caractérise le nombre de protons et de neutrons qui contient, ainsi que, bien sûr, par l'état d'énergie nucléaire dans lequel il se trouve. Parce que si vous avez affaire à un noyau qui est instable, on aura affaire à ce qu'on appelle un radionucléide. Voilà, un radionucléide. Donc il y a l'état d'énergie aussi qui compte là-dedans. Et alors, on retrouve plus ou moins, on va dire, comme il y a Z varie entre 1 et 118, voilà, eh bien, les x, z, a, ben, sont compris, bien sûr, entre 1 et 300. On a nucléide, nucléide, on a entre 1 et 300 nucléides naturels. Bon, il y a un peu plus de 300, hein. Bon, je vous dis la vérité. Bon, il faut aller voir sur Internet, il y a peut-être 318, je ne sais pas combien est-ce qu'il y en a, mais bon, il faut aller voir sur Internet, environ 300, c'est peut-être 318 ou quelque chose comme ça, mais c'est 300, c'est dans les 300. D'ailleurs, je vais marquer 300 XI, ZT, 300, c'est dans les 300. Voilà. Par contre, si je prends en artificiel les nucléides, c'est compris entre 1, il y a plus de 1000 nucléides artificiels. Donc, bon, ici, je vais mettre quand même, je ne sais pas combien exactement, mais c'est dans les 300. Là, c'est dans les 1000. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien de naturels et d'artificiels il y a. Nucléides artificiels. Donc, au total, il y a passé 1300 éléments nucléides. Je m'excuse, nucléides. Pas confondre éléments et nucléides. Les éléments, c'est en fonction d'un Z. Les Z, il est compris entre 1 et 118. Bon, on appelle, si vous voulez, si je définis un élément, chaque valeur de numéro atomique Z définit un élément. Voilà ça. Et un élément, c'est l'ensemble des atomes et des ions, bien sûr, ayant le même numéro atomique que Z. Voilà. Alors le X, là, l'X peut être compris entre 1 et 1300 parce qu'il faut tenir compte des isotopes. Des isotopes. Donc on a les isotopes
enfin les éléments ainsi que leurs isotopes qui sont soit naturels ou soit créés de manière artificielle. Et là, on retrouve passé 1300 éléments. Passé 1300 éléments. Exactement, j'en sais pas plus. Voilà, je ne sais pas, j'en sais pas plus de combien, mais enfin, voilà. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, que les nucléides, il y a plus de nucléides que d'éléments, fatalement, parce qu'on prend les isotopes, et il y en a qui font partie des nucléides naturels et d'autres des nucléides artificiels. Alors maintenant, je viens de parler à l'instant que le noyau, d'après les nucléides créés par le symbole créé par Coman, bien que le noyau est composé de n protons et de n neutrons. Voilà. Et donc, toute la masse est concentrée dans le noyau. Enfin, le nombre de masses concerne le nombre de protons et de neutrons. Donc, je peux dire que c'est Np plus N, N0. Voilà. Maintenant, le Z, il vaut N protons, mais aussi N électrons. Mais ici, comme je parle de nucléide, j'ai pas besoin du N électrons. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que si j'en forme une équation, A égale, si Z vaut NP+, je peux écrire que A vaut Z+, puisque NP+, vaut Z. Voilà. Z plus le nombre de neutrons, Z plus le nombre de neutrons fait A. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Pour trouver le nombre de neutrons, il suffit de faire A moins Z, j'ai le nombre de neutrons. Donc, dans le tableau de Mendeleïev, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une caractéristique qui est A, qui est le nombre de masses. Elle est donnée dans le tableau de Mendeleïev, hein, et on a une caractéristique qui est Z, qui est donnée par le tableau de Mendeleïev. Donc, en faisant un simple calcul A moins Z, on peut trouver le nombre de neutrons. Donc, pour trouver le nombre de neutrons, si par exemple je prends le lithium il fait 7, 6,941. Le A fait 6,9410. Le lithium, c'est 6,9410. Enfin, j'espère que je vois bien parce que c'est écrit en tout petit. 6,9410. Ouais, c'est ça. Alors, il possède 3 protons. 3 protons. Donc, Z vaut 3. Donc ici, je peux mettre 6,94, ça fait environ 7. Hein. Bon, j'arrondis à l'unité supérieure, ça fait 7. Donc pour trouver le nombre de neutrons, je fais 7 moins 3. J'ai 4 neutrons. Il y a 4 neutrons là-dedans. Voilà pour... je viens de prendre... je sais plus qu'est-ce que j'ai pris comme élément atomique. Z égale 3. Donc Z égale 3, c'est le... Z égale 3, c'est... le lithium. J'ai pris le lithium. Z égale 3, c'est le lithium en fait. Voilà. Donc je pourrais écrire, si vous voulez, Li. Si je écris en termes de l'écriture du symbole de Coman, j'aurai Li qui vaut 3, je mets à gauche, avant je mets à droite. Bon. Et ça, je ne suis pas obligé de le mettre parce qu'on sait bien que 3 c'est le lithium, c'est ça que je veux dire. Par contre, je suis obligé de mettre 4 pour dire que c'est un lithium à 4 neutrons. Voilà. Donc il y a des formules toutes spécifiques relatives qui en découlent. Donc Z est le numéro atomique et A est le nombre de masse de l'atome, c'est-à-dire le nombre de protons et le nombre de neutrons. Voilà, je vous remercie.